Certaines conversations créent des déclics. Je suis Agathe Molinard, entrepreneur passionnée, toujours en quête de ce qui est clair, questionne et donne de l'élan. Take Off est un podcast explorateur. Ici, je cherche à comprendre des parcours, des idées, des métiers, des intuitions, des risques, des technologies, des émotions. J'explore pour créer de la conscience et de la clarté, mais aussi réveiller l'envie, la force et l'audace de faire. J'espère créer ces déclics et je vous propose à chaque conversation de faire décoller votre regard, vos choix et votre manière d'avancer. Si vous avez vous aussi envie de booster votre vie, abonnez-vous à Take Off sur votre plateforme d'écoute, vous serez informé en direct de la sortie des nouveaux épisodes. Aujourd'hui, je reçois Alban Pelgrin. Vous l'avez peut-être découvert dans Koh-Lanta il y a quelques années, émission à laquelle il a participé à 2 reprises. Vous l'avez vu courir 72 marathons en 72 jours et récemment, il a annoncé un nouveau défi, traverser l'Atlantique en solitaire dans moins d'1 an alors qu'il ne sait pas encore naviguer. Alors on pourrait parler de performance, de mental, de dépassement de soi, mais moi ce qui m'a donné envie d'interroger Alban, c'est pas uniquement l'exploit, c'est l'énergie, c'est cette intensité qui ne semble jamais s'arrêter. C'est aussi ces larmes qu'on a parfois vues couler dans les 72 marathons. J'ai eu envie de comprendre ce que le défi raconte intérieurement, ce qu'il structure, ce qu'il ouvre et peut-être même ce qu'il évite. Dans cette conversation, on va explorer le défi comme un langage intérieur, l'intensité comme une structure et peut-être même l'émotion comme une fissure. Salut Alban. Coucou, très beau, c'est toujours touchant et je me permets de rebondir tout de suite sur ce que tu viens de dire parce que justement traverser l'Atlantique à la voile en solitaire, faire un marathon par jour pendant 72 jours ou même Koh-Lanta, ça paraît, comme tu le dis, des défis un peu fous, mais en fait, j'enlève le mot défi, je bascule ça en aventure. Un marathon par jour pendant 72 jours, c'est un défi. Mais le fait de taper à la porte des gens le soir, ça se transforme en aventure. Traverser l'Atlantique à la voile en solitaire, c'est un défi. Mais le fait d'être né à Lyon, de n'avoir jamais posé un pied sur un voilier, enfin de n'avoir jamais appris la voile, et donc d'être totalement dans le principe de rencontre, de découverte, d'apprentissage, de rigueur, c'est une aventure. Et un petit peu comme Koh-Lanta, et d'ailleurs je conclus mon monologue du début par Koh-Lanta, parce qu'en fait, c'est Koh-Lanta qui m'a donné le goût à l'aventure, qui m'a donné le goût de l'aventure. Et j'adore la phrase, c'est le titre du livre de Mathieu Blanchard, un ultra trailer, qui dit « Vivre d'aventure ». Et c'est ce que j'ai décidé de faire il y a de cela plus d'1 an maintenant, de quitter mon confort de vie, de travail, pour me lancer et de tenter de vivre d'aventure. Ok, merci pour cette intro. Tu as tenté de répondre à une partie de ma question d'emblée, mais moi j'ai quand même, je relève que tu dis que c'est Koh-Lanta qui t'a donné envie d'aventure, mais tu as quand même eu envie d'aller faire Koh-Lanta. Oui, comment ça s'est passé justement ? En fait, il y a une différence entre l'envie et le possible. C'est-à-dire que l'envie est vraiment liée au rêve. On a beaucoup de rêves dans nos vies. Et c'est vrai que Koh-Lanta, je suis ça depuis l'âge de 14 ans. Donc j'ai regardé ça avec mon grand frère de 4 ans, mon aîné. C'est quelque chose qui m'a toujours fait rêver. Voilà, et c'était l'aventure justement qui te faisait rêver, c'était quoi ? C'est un ensemble de choses. C'est 10 hommes, c'est le côté sportif, le côté aventure, le côté survie. Et de savoir aussi, est-ce qu'on est capable, nous, de participer et 2, de tenir. Et ce qui a été fou, c'est que non seulement j'ai eu la chance d'y participer, en plus à 2 reprises, mais surtout j'ai eu la chance de me découvrir moi-même. Il y a une jolie phrase qui dit que pour découvrir les autres, il faut se découvrir soi-même, et c'est ce que Koh-Lanta m'a appris. C'est qu'on est confronté à 19 hommes et femmes qu'on ne connaît pas et qui vont nous apprendre beaucoup sur nous-mêmes, avec des hauts et des bas, beaucoup de bas, souvent d'ailleurs, parce que forcément on est mis à mal. Mais c'est vrai que Koh-Lanta c'est un peu ma lampe de lancement à cette appétence pour l'aventure, parce que ça m'a montré de quoi j'étais capable. Et surtout, en fait, qu'il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Typiquement, sur ma première aventure, je perds 9,2 kg alors que je suis éliminé au bout du 19e jour. Et que, évidemment, physiquement, je me sentais fatigué, mentalement aussi, mais que jamais je n'aurais imaginé perdre autant de poids et de me sentir autant prêt de continuer encore 21 jours, même si l'aventure en a décidé autrement. Donc, il y a une vraie notion de dépassement de soi. Oui, il y a une notion de dépassement de soi, mais que
que j'ai découvert, notamment sur koh j'ai toujours fait beaucoup de sport, mais je fais partie de cette catégorie de personnes qui étaient toujours bons dans tous les sports, mais qui n'excellaient en rien. Ok, C'est-à-dire que j'étais toujours choisi dans les premiers, mais jamais le premier. ok. C'est important de préciser, c'est-à-dire que je n'étais pas le meilleur au foot, au On tennis, te voulait escalade, dans l'équipe, athlétisme, mais en tout cas, j'étais toujours dans le... Voilà, on me choisissait dans les premiers, mais jamais le premier parce que j'étais pas le meilleur. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, j'aimais toucher à tout et que je trouve que c'est terrible de devoir choisir. On dit toujours choisir, c'est renoncer. Je fais partie de ces personnes qui, malheureusement, n'ont jamais fait trop de choix dans leur vie parce qu'ils voulaient toucher à tout et qui donc ont fait du foot, du tennis, de l'escalade, de l'athlétisme, de la natation, maintenant de la course à pied, du trail, de l'ultra-trail. Et maintenant, je me lance dans une aventure marine incroyable. Donc oui, c'est la découverte qui pour moi est le plus excitant, même si on apprend très vite à force de vouloir tout faire qu'on est moyen en tout, mais c'est pas très grave. C'est une forme de curiosité. Quand tu dis que tu n'as pas voulu choisir, tu as aussi peut-être la curiosité de découvrir beaucoup de choses, l'envie de te découvrir, de découvrir ces sports, de découvrir les autres, de te découvrir toi au travers de ces sports ou aventures. Indirectement, c'est extrêmement égoïste, parce qu'en fait, la première personne que j'ai envie de découvrir, c'est moi. Dans ce genre d'aventure, de sport, de découverte, parce que ce sont les autres qui nous aident à nous pousser, à oser. Moi, je me souviens le premier jour, j'avais pas encore couru mon premier marathon sur mes 72. Le premier jour, je vais sur le point cardinal, donc le plus au nord de notre beau pays, et je reçois un SMS de ma copine qui me dit c'est fou, Alban, parce que tu fais partie de ces personnes qui racontent leurs rêves, mais qui les accomplissent. Et elle me dit, quand je t'ai rencontré, tu m'as tout de suite parlé de cette aventure des 4 points cardinaux de la France. Et aujourd'hui, presque un an après, tu y es. Tu le fais, quoi. Et c'est vrai que c'est ça le plus dur dans notre société aujourd'hui, c'est d'oser. C'est d'oser casser cette barrière de la peur, d'oser se lancer. Et je vais tout de suite m'apporter une contradiction, parce que j'ai la chance de faire quelques conférences, que ce soit dans des entreprises ou même dans des écoles. Un jour, on m'a posé cette question un peu provocante, et j'adore la provocation. On m'a dit, oui, enfin, Alban, vous êtes bien gentil, mais tout le monde ne peut pas tout le monde ne peut pas prendre 2 mois et demi de vacances, tout le monde ne peut pas se lancer dans ce genre d'aventure. Qui peut se permettre de faire ça? Et donc là, j'étais dans une entreprise dont je tairai le nom, mais je lui pose la question, je lui dis, j'ai 2 questions. La première, est-ce que vous travaillez du lundi au vendredi, donc est-ce que vous avez tous vos week-ends? La première réponse a été oui. Et combien de semaines de congés par an vous avez? Il m'a dit aux alentours de 6 semaines. J'ai dit, qu'est-ce qui vous empêche de vivre une aventure le temps juste d'un week-end déjà? Je dis, vous savez, on n'est pas obligé de partir sur 72 marathons en 72 jours. Je dis, vous partez dès le vendredi à partir de 17h, 18h, 19h même pour ceux qui finissent tard, vous prenez votre voiture et vous allez typiquement en Haute-Savoie, en Savoie, ou vous allez dans l'Ain. Je parle de ça parce qu'on est à Lyon ici, et on est lyonnais. Mais voilà, vous prenez votre voiture et donc si vous trouvez un petit logis, et le samedi matin, vous partez faire votre marathon. Vous tentez de taper à la porte d'inconnus, vous tentez de vivre cette aventure-là, et le lendemain, vous refaites le marathon en arrière, ce qui fait que vous aurez fait 2 marathons et que vous aurez vécu déjà cette aventure-là. Et souvent, c'est ce que les gens qui n'osent pas se mettre tout de suite en tête, c'est le fait de se dire « je n'ai pas le temps pour ça ». C'est une question de choix, non? Non, c'est une question de perspective, je pense. Ouais. C'est une question de perspective. C'est comme code. On se met dans des codes avec une vie où finalement tu travailles la semaine et le week-end, c'est pas possible d'aller vivre cette aventure-là. Alors qu'en fait, c'est possible. Tout est possible. Et moi, je mets beaucoup en avant les mamans, notamment. Je critique pas les papas, mais je mets beaucoup en avant les mamans qui font déjà beaucoup de choses avant d'avoir des enfants, et qui, le jour où elles ont des enfants, se rendent compte, en fait, elles ont une capacité de réaliser des choses exceptionnels, et moi je les admire. Je dis pas que les papas n'aident pas, mais une maman, on sait que c'est différent. Donc c'est vrai que j'ai encore plus, parce que moi j'ai fait cette aventure notamment pour rendre hommage à ma petite maman, mais encore plus d'admiration et vraiment d'émotion quand je parle des mamans, parce que je sais qu'elles ont un rapport au temps qui est démultiplié. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi elles ne dominent pas plus le monde. Mais ça, c'est un autre débat. Ça va peut-être changer. Peut-être, je leur souhaite. Et si on enlève ces aventures que j'appelle exploits, mais qui sont effectivement des aventures
les chiffres, parce qu'on parle de 72 marathons, c'est waouh, impressionnant évidemment, etc. Les réseaux aussi, parce qu'il y a la visibilité. Si on enlève un peu tout ça, qu'est-ce que ces aventures, ces défis disent de toi aujourd'hui? Moi, il faut poser la question toujours inverse. C'est est-ce que tu aurais fait cette aventure s'il n'y avait pas les réseaux, s'il n'y avait pas les chiffres, s'il n'y avait pas tout ça? Et dès l'instant que la réponse est oui, pour moi, c'est que je suis à ma place. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi est-ce que j'ai fait 72 marathons en 72 jours? C'est qu'en fait, moi, j'estime être un nomade et non pas un vagabond. C'est que j'ai besoin d'une ligne de départ et d'une ligne d'arrivée. Donc, faire un Tour de France, ça veut dire tout et n'importe quoi. Donc, j'avais besoin de relier quelque chose. Parce que la première personne que j'ai envie de relier dans ma tête, c'est moi et mes mots et ma UX. Mais voilà, donc j'ai vu qu'il y avait 4 points cardinaux en France. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose à la base que je voulais faire surtout pour moi, pour me découvrir moi, exactement comme la voile. C'est-à-dire que dans la continuité du nomade, sur une boussole, il y a les 4 points cardinaux. J'ai touché les 4 points cardinaux de la France. Et la plupart du temps, quand je reliais les points cardinaux, j'ai longé la Manche, la mer d'Izoire, l'océan Atlantique, j'ai longé la Méditerranée. Et c'est vrai que l'océan me fascine. Donc voilà, la première question, c'est est-ce qu'on fait ça avant tout pour nous? Et je pense que la plus belle phrase philosophique qu'on puisse avoir et méditer, c'est celle qu'on vous apprend dans l'avion. Dans un avion, quand on vous apprend les consignes de sécurité, qu'est-ce qu'on vous apprend? On vous apprend que quand il y a un problème et que les masques tombent, d'abord, aidez-vous. D'abord, mettez le masque sur vous-même avant d'aider les autres. Parce que même si dans la rapidité, dans la précipitation, vous avez envie d'aider vos enfants ou vos proches, si vous suffoquez, vous ne pourrez plus les aider du tout. Et je pense que les aventures que je fais, elles sont surtout et avant tout pour moi. Et c'est pour ça que je précise toujours que je suis le personnage secondaire au final de celle-ci, parce que je rencontre en permanence des personnages principaux qui me bouleversent et qui m'amènent exactement ce que je suis venu chercher. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent, il faut les mettre aussi en avant, de montrer qu'il y a beaucoup plus de positif qu'on ne le pense, de montrer que tout n'est pas perdu. Et Dieu sait que là, on est en train de raconter, de faire ce podcast alors qu'il y a la guerre en Iran, il y a le conflit russo-ukrainien. Donc c'est vrai que on vit en plus dans un monde voilà, particulier, mais voilà, le verre à moitié plein, c'est ma philosophie et c'est ce que j'essaie de me lever le matin en allant chercher, mais surtout pour moi. Mais pour toi, parce que tu penses que tu vas... Enfin, comment dire? Tu sens que tu as besoin de te découvrir plus. À un moment donné, est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que tu penses que tu auras compris ce que tu as cherché? Ou est-ce qu'en fait, c'est une quête un peu permanente? Parce que de toute façon, toute notre vie, on se découvre. Tu dis aussi, tu fais le parallèle avec ce qui se passe dans l'avion. Ça veut dire que toi, tu as envie de bien te connaître avant, je sais pas, je n'ai pas envie forcément d'aller sur un sujet hyper perso, mais tu vois, avant d'avoir une famille, je sais pas, est-ce qu'il y a un truc là-dessus? Enfin, moi, j'ai quand même le sentiment que tu as déjà fait pas mal d'aventures par rapport, en tout cas, au commun des mortels, tu vois. Est-ce que, ça y est, tu te connais suffisamment et tu as envie d'aller plus loin parce que là, pour le coup, tu as pris goût aussi à cette aventure, au fait de découvrir. J'ai eu la chance de vivre beaucoup d'aventures, mais c'est ce que j'ai envie aussi de rappeler aux gens. Et c'est ce que j'ai eu la chance de découvrir avec mes 72 familles d'accueil, c'est qu'on a tous plein d'aventures à raconter. Et qu'on n'est pas obligé de faire l'Everest pour avoir des aventures à raconter. Qu'on n'est pas obligé de faire un marathon par jour pendant 72 jours pour avoir des aventures à raconter. Moi, je me souviens d'une famille d'accueil qui m'avait reçu, qui était extrêmement modeste, où le monsieur me racontait que ses aventures à lui, qui vivait avec ses enfants le week-end, vu qu'ils avaient effectivement un budget très limité, il préparait les sandwichs le matin, il les mettait dans le sac à dos et il partait aux alentours de là où ils habitaient, donc il marchait un petit peu et puis à un moment, il s'arrêtait à un point A et l'objectif, c'était d'aller tout droit. Ok. Et donc, s'ils avaient un obstacle, il fallait l'enjamber, le contourner le moins possible. Et donc, de temps en temps, effectivement, grimper des arbres, grimper des montagnes, se tremper les pieds, rentrer dans des jardins de gens, mais leur poser la question. Et il me racontait que justement, l'aventure, en fait, elle est beaucoup plus au coin de la rue qu'on ne l'attend. Et
Et que dans tout ce que tu dis, je pense que là où je frissonne en permanence, c'est que j'aime surtout la simplicité. Pour moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que je me questionne beaucoup, mais qu'une question amène une question. C'est-à-dire que je suis Oui, parti. ça peut ne jamais s'arrêter en réalité. Mais par contre, c'est pas une frustration. Ouais. Je trouve ça formidable de se questionner en permanence. Je trouve ça formidable d'avoir une partie de réponse qui va déboucher en fait à d'autres questions. Et sur la partie familiale, j'en suis venu à une conclusion. Alors, ça va faire rougir ma copine que je dise ça, mais en fait, on n'est jamais vraiment prêt à avoir des enfants, on n'est jamais vraiment prêt à construire une vie de famille. Je pense que ça dépend uniquement de la personne avec qui on est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je me sens prêt, c'est pas parce que y a quelque chose qui a changé dans ma tête, c'est juste que j'ai rencontré une personne qui me met à l'aise pour ça. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, il y a des quêtes personnelles, il y a des quêtes collectives, des quêtes en binôme, et qui font que il faut prendre le temps. Je suis pas tout jeune, hein, je viens d'avoir 39 ans, et donc c'est vrai que sur les schémas, on va dire traditionnels, je suis pas encore j'ai dépassé de quelques années les schémas tradis, mais je pense que c'est important aussi aujourd'hui. On est une génération où on prend plus notre temps. Et je trouve qu'on critique beaucoup la Gen Z, alors qu'en fait, je les trouve incroyables, moi. Je les trouve formidables. Je viens de voir une statistique qui est exceptionnelle, c'est que les jeunes boivent 40% de moins d'alcool que notre génération à nous. Et pourtant, Dieu sait que moi, j'en ai bu de l'alcool et que j'ai fait la fête et que j'en ai abusé et que j'ai eu mes maux à cause de ça aussi. Je trouve qu'aujourd'hui, on critique les réseaux sociaux à la quête, à la performance, parce que les dossards pour le marathon de Paris partent en 1 heure. Mais c'est incroyable. Mais félicitons-nous de ça. Félicitons-nous qu'effectivement, avant, quand on avait une personne dans notre entourage qui avait fait un marathon, c'était un exploit, et qu'aujourd'hui, ça se soit non pas normalisé, parce que ça reste un exploit, mais que de plus en plus de gens veuillent le faire. Ayons vraiment cette mentalité de voir le verre à moitié plein au lieu de toujours. Et c'est pour ça que j'ai fait un mini coup de gueule que j'ai poussé samedi dernier en disant que n'oubliez pas qu'un record personnel, c'est personnel. Et qu'on a tous envie d'aller chercher une quête différente. Il y a des gens, c'est juste sur le principe d'avoir mis ses baskets. J'ai eu un message incroyable il y a 2 jours suite à ce petit réel que j'ai fait. Elle m'a dit: Alban, ça fait 6 ans que j'ai pas couru, et à force de devoir courir, j'ai enfilé mes baskets. Et elle me dit: j'ai couru que 15 minutes, je suis nulle, mais je suis contente. Je lui dis: retiens juste la dernière phrase. Enlève-moi je suis nul. 6 ans que tu n'as pas enfilé tes baskets. Et là, tu me dis qu'à force de me voir courir, ça t'a donné envie de courir. Pour moi, c'est la chose la plus galvanisante et touchante au monde, de pousser les gens à aller courir un petit peu sans vraiment chercher une performance ou une performance avec soi-même. Parce que je fais aussi partie de ces gens qui sont en totale opposition avec Pierre de Coubertin. L'essentiel, c'est pas juste de participer. L'essentiel pour cette jeune femme qui n'a pas couru depuis 6 ans, c'était pas juste de mettre ses baskets, c'était de mettre ses baskets. Enlevons le mot juste. C'est qu'elle est revenue et qu'elle était fière. Elle n'a pas juste participé, elle l'a fait. Et voilà, soyons voilà, ayons de l'ambition, même si c'est pour enfiler ses baskets que 15 minutes, je pense qu'on peut se féliciter là-dessus. Tu parles des réseaux sociaux. Je pense que ce que je comprends aussi, c'est que là, tu nous fais passer plein de messages. Et moi, j'ai le sentiment que ces aventures, ces défis, finalement, que tu te lances, tu les lances certainement un peu pour faire passer des messages. Pour le coup, les réseaux sociaux sont un amplificateur incroyable et très positivement. Est-ce que je me trompe quand je dis ça ou pas ? En fait, tu ne te trompes pas, mais c'est l'inverse. C'est qu'en fait, les messages que je donne, c'est les messages que je reçois. Donc en fait, tu permets quand même dans ces cas-là d'en être le porte-parole. Plus le porte-parole que le messager. Parce que s'il y a bien une chose que je déteste, et la société d'aujourd'hui est compliquée, c'est les moralisateurs. Ah, mais pour moi, passer les messages, c'est pas ça. Je tiens justement à rajouter ça, parce que souvent, on fait passer des messages sur tel ou tel sujet, et que malheureusement, je trouve que toutes les personnes qui prônent la tolérance sont souvent les gens les moins tolérants. Et qu'aujourd'hui, si on a envie justement de porter un message, il faut juste le porter. Et le vivre presque. Et le vivre, et c'est ce que je dis pendant mes 72 marathons et mes 72 jours, dans mes 72 familles d'accueil, tous les soirs, j'ai échangé avec les gens, mais je n'ai jamais débattu. Il y a une nuance énorme là-dedans,
Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le débat fait vendre, le débat excite, alors que l'échange est souvent plus long et beaucoup plus respectueux. Mhm. Mais typiquement, je prends toujours comme exemple, un soir dans ma famille d'accueil, ils avaient prévu un dîner, hein, j'étais pas censé être là, donc ils recevaient des gens. Et ce soir-là, face à moi, j'avais un platiste. Quelqu'un qui m'expliquait que la Terre était plate. Et ben, ce qui est terrible et ce qui est fou, et j'en suis très fier, c'est qu'à aucun moment dans mon regard, il n'a vu du mépris ou de la condescendance. À la question que le journaliste de France Inter m'avait, quand je lui avais raconté ça, il m'avait dit: mais il vous a convaincu? Non, il ne m'a pas convaincu. Tu l'as écouté. Mais par contre, je l'ai écouté. Et je pense qu'aujourd'hui, souvent, les gens qu'on critique, ou qu'on dit très facilement complotistes ou autres, déjà écoutons-les. Même si on n'est pas d'accord avec eux, souvent, c'est par réaction qu'ils vont un peu être une réaction provocante. Et que si ils obtiennent pas de réaction, et d'un coup, leur parole qui est censée créer des débats houleux devient juste un échange simple et on passe à autre chose. Et je trouve qu'aujourd'hui, on aurait beaucoup plus on devrait beaucoup plus prendre le temps de s'écouter, même si on n'est pas d'accord, plutôt que vouloir tout de suite aller chercher la contradiction face à des gens sur lesquels on a tous nos opinions. Mais n'oublions pas, j'adore la phrase de J.K. Rowling qui disait: il n'y a pas de différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, mais entre ce qui est juste et ce qui est facile. Parce qu'aujourd'hui, ce que j'estime être bien, l'autre personne peut le percevoir de la manière inverse. Alors que si on est l'un face à l'autre, ce que j'estime juste est souvent la même estime que l'autre peut avoir par rapport à la justesse et la facilité. Et ça permet d'avoir une perspective un petit peu différente. Et donc, par rapport à ta question sur est-ce que je fais passer des messages, non, je suis plutôt un porte-parole et je fais toujours très attention de dire ça n'engage que ce que j'ai vécu. Après, pas que ce que je dis, que ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que c'est mon ressenti et je suis le premier à dire mais j'adore changer d'avis. Après, alors au risque du coup, de contredire. Mais c'est pas grave. Ouais. Non, mais en fait, moi j'ai quand même le sentiment que tu fais passer des messages et de manière positive, pas de manière du tout moralisateur, parce que c'est pas du tout le cas. C'est juste que je trouve que effectivement, il y a des gens qui parlent, les gens qui font. Tu fais partie des gens qui font et tu le partages. Maintenant, en faisant, tu montres que c'est possible de faire. Oui. Et donc, c'est pour ça, pour moi, c'est ça aussi, faire passer les messages. C'est-à-dire que finalement, cette nana qui reprend ses baskets, ou qui prend ses baskets, parce que tu lui as donné l'élan de faire ça, tu lui as quand même fait passer le message que c'est possible et que finalement, c'est OK d'y aller 15 minutes. En fait, on le fait à son niveau. L'aventure est propre à chacun. Ouais, mais plus qu'un message, c'est une envie. En fait, c'est très lié dans ce qu'on dit. Et la frontière, elle est infime. Mais en fait, je ne fais pas passer le message de prenez vos baskets. Je fais passer le message de moi, j'ai pris mes baskets et voilà ce que ça m'a apporté. Et elle est là la grande différence. C'est que c'est vrai que c'est que je raconte mes envies, mes audaces et mes peurs et mes craintes. Et à travers en fait mes envies, mes audaces, mes peurs et mes craintes, si ça peut donner envie, si ça peut donner un peu d'audace et si ça peut casser la barrière de la crainte, c'est formidable. Mais par contre, je ne serai pas là à vous dire prenez vos baskets, osez, allez-y. Non, osez si vous pouvez, mais parce que je parle mais pour parce moi. que tu fais, parce que tu Oui. dis pas, tu fais. Oui, mais finalement, moi, j'avoue, mais c'est lié. Et puis on se rejoint un peu là-dessus. Moi, je crois que je me suis rendu compte, et c'est aussi pour ça que j'ai lancé Take Off, c'est que en fait, quand quelqu'un me dit en t'écoutant ou en ayant une conversation avec toi, j'ai eu envie de en fait donner de l'élan, moi je trouve ça formidable. Bien sûr. Et donc tu donnes cet élan là de courir je trouve ça formidable. ou de vivre une aventure ou autre. Après il y avait quand même, par exemple pour les marathons, il y a quand même le message, tu parlais de ta maman et autour de la Fondation du Souffle. Donc là, il y a quand même un message derrière ça, non? Ou tu as eu envie de porter ça? Avant même le message, il y a une introspection en fait. C'est la question initiale, c'est pourquoi? Pourquoi la Fondation du Souffle? En plus, moi, maman est décédée d'un cancer du poumon, donc on a la chance à Lyon d'avoir un centre incroyable qui est le centre Léon Bérard pour la recherche du poumon. Et pourquoi j'ai fait appel à la Fondation du Souffle? C'est que je voulais avoir un message encore, je voulais avoir quelque chose qui me touche directement moi. Justement, pas forcément le message. Et moi, qu'est-ce qui me touchait? C'est le mot souffle. C'est qu'effectivement, moi, j'ai vu ma maman avec un appareil respiratoire dans le nez sur la fin et toute la complexité et le fait de parler. C'est vrai que la Fondation du Souffle amène justement, un message qui me plaît et qui me parle. C'est pas moi qui amène le message, c'est eux qui me l'ont amené à moi et ça m'a touché parce qu'ils abordent en fait toutes les maladies respiratoires. Donc le cancer du poumon, oui, mais pas que. La mucoviscidose, la BPCO, mais aussi l'asthme. Aujourd'hui, on pense qu'avec une ventoline, c'est terminé, mais quel luxe de pouvoir déjà avoir une ventoline. Mais il y a aussi des asthmes sévères. Donc
Et puis le souffle, c'est parler, le souffle, c'est échanger, le souffle, en fait, c'est sortir de chez soi, c'est de l'activité physique, sans pour autant parler de sport, voilà, c'est être en mouvement. Et j'aimais beaucoup cette partie-là, et donc leur message qui passait me touchait, et vu que ça m'a touché, ben, j'ai voulu le mettre en avant. Ok. Et dans ces 72 marathons, tu dis que tu as fait passer les messages. Alors ça, c'est une question qu'on a déjà dû te poser, mais bon, j'ai C'est tellement pas envie de te grave. la poser là. Non, bien sûr. Tu dis que tu fais passer aussi les messages qu'on te transmet. Tu retiens quoi de ces 72 rencontres, en fait, qui sont beaucoup plus nombreuses évidemment, mais Ouais. de ces rencontres? Ce que je retiens principalement, c'est à quel point les Français et les Françaises sont incroyables. Vraiment. Euh, je le dis souvent que j'ai rencontré la France de Jean-Pierre Pernaut. C'est-à-dire une France des villages, une France des petites villes, une France un petit peu des oubliés. Une France quand je dis la France de Jean-Pierre Pernaut, c'est qu'il la mettait en avant. Hein, c'est vrai qu'il y a un gros parisianisme ambiant quand on regarde les informations. D'ailleurs, quand on voit les spectacles, c'est ce spectacle sera lancé telle date à Paris. Voilà. Donc c'est vrai que voilà, il y a une grosse tête pensante en France, mais la France c'est pas que ça. Donc ce que je retiendrai, c'est que on m'a dit et je pense qu'on n'arrête pas de dire que les Français et les Françaises sont bougons, sont ronchons, sont pas accueillants. Mais on en a oublié qu'il faut juste casser cette première barrière. Alors c'est vrai qu'à force de répéter aux informations que tout va mal et que les Français et les Françaises sont pas sympas, bah, effectivement qu'il y a peut-être une première barrière à casser par rapport à ça, mais il y a juste une barrière à casser. Et c'est vrai que ça m'agace un peu quand les gens rentrent de l'étranger et qui disent qu'est-ce que les gens sont gentils. Mais les Français et les Françaises aussi, ils sont gentils. C'est juste que souvent, ça va dépendre de nous. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que notre voisin qui nous a fait peut-être telle ou telle chose est pas sympa, ça va dépendre de nous, de ce sourire, de cette chose. Moi, j'ai toujours essayé de bien m'entendre avec mes voisins, même si ma maman les aimait pas toujours, parce que je trouve que c'était important et que je pars du principe qu'il faut bien s'entendre avec son voisinage et que s'il y a le voisin qui ne me dit pas bonjour un jour, c'est peut-être parce qu'il est de mauvaise humeur et que moi aussi de temps en temps je vais peut-être pas lui dire bonjour parce que je suis de mauvaise humeur et que voilà, acceptons un peu le repenti aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas parfait. Aujourd'hui, justement, c'est pour ça que je mets beaucoup de guillemets sur les messages et sur la morale. C'est qu'en fait, la première personne que je regarde dans le miroir, c'est moi, et ce que je vois, c'est une personne parfaitement imparfaite. Et c'est pour ça que j'ai toujours du mal à faire passer des messages, parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie, mais grâce à mes erreurs, ça m'a permis de me remettre en question. Ça m'a permis de tenter d'être une meilleure personne, en fait. Et ça, c'est important. Et aujourd'hui, on est une société où il y a des gens qui ont tellement souffert, malheureusement, que dès que quelqu'un fait une erreur et qu'elle elle est mise au grand jour, on enterre tout de suite la personne. On n'accepte pas qu'on puisse justement tenter de devenir une meilleure personne et d'accepter ses erreurs. Et je trouve que c'est important aujourd'hui, justement, de dire que les Français et les Françaises sont peut-être pas parfaits, mais qui est parfait? Que son voisin est peut-être tout le temps ronchon ou fait la tête ou autre, mais est-ce qu'on l'a traité de la meilleure des manières? Que justement, j'ai rencontré les plus jeunes avaient 26 et 27 ans, les plus âgés avaient 77 et 74 ans, et que justement, c'est pas une question de génération, c'est pas non plus une question de culture. J'ai rencontré des franco-marocains, des franco-vietnamiens, des franco-sénégalais, j'ai rencontré plein de personnes différentes, de cultures différentes, d'opinions politiques différentes. J'ai rencontré même des extrêmes, que ce soit de droite ou de gauche, du centre aussi. Et le plus important, c'est que tous les soirs, on a vécu des moments forts parce qu'on n'a jamais jugé le passé, mais qu'on a accepté de vivre l'instant présent. Et c'est pour moi ce que je retiendrai surtout de cette aventure, c'est que j'ai été bouleversé par tant de rencontres, par tant de messages qu'on m'a fait passer. Et qu'un jour, j'avais ce monsieur de 73 ans face à moi, qui avait une belle maison au bord de la mer, et on échange. Et tous les soirs, je posais mon téléphone et je leur posais la même question, c'est pourquoi avoir accueilli un inconnu chez vous? Parce qu'il faut préciser que sur les 72 familles d'accueil, il n'y en a que 17 qui me connaissaient. Okay. Donc, qui te suivaient tes aventures, non, les autres pas du tout. Non, qui me connaissaient, qui ont pu me voir dans Koh-Lanta, okay. qui m'ont vu dans le journal, qui ont couru jusqu'à moi pour essayer de m'inviter. Donc, mais c'était important que ça reste très très minoritaire. Et ce monsieur qui ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam, donc je posais quand même la question, pourquoi avoir accueilli un inconnu chez vous? Et il m'a fait pour moi l'une des plus belles phrases qui résonnent encore aujourd'hui. Il a dit, tu sais, Alban, il avait 72, 73 ans, il avait son petit cône de glace à la main, extrême vanille chocolat,
Et avec son sourire un peu enfantin, il me dit, tu sais, Alban, on est souvent déçus par les connus. Il dit alors, pourquoi pas laisser une chance à un inconnu qui a au moins, à minima, autant de chances de nous décevoir que les connus. Et dont on n'attend rien, du coup, Et en plus. oui, D'une certaine manière. mais Enfin, c'est ça qui est incroyable. Et là, je lui pose la question, je dis, est-ce que vous êtes déçu? Il me regarde avec son sourire malicieux, il me dit très. Et il explose de rire. Et c'est vrai que c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on acceptant un peu plus d'ouvrir nos portes. Parce que la question sur laquelle j'insiste souvent, c'est pas est-ce que vous seriez capable d'accueillir un inconnu chez vous le soir? C'est pas ça la question. C'est pourquoi. Parce que je tapais pas à la porte en demandant si on pouvait juste m'héberger. Je racontais une histoire. Je racontais pourquoi je faisais ça. La différence, elle est énorme. C'est pas juste accueillir un inconnu. C'est pourquoi. Qu'est-ce qu'on va mutuellement vivre ensemble? Bah, du coup, c'est aussi pour eux soutenir le pourquoi et vivre ce pourquoi aussi. Exactement, Enfin, mais justement, c'est ça qui est fort là-dedans, c'est que est-ce que mon histoire touche ou pas, et c'est pour ça que dans les innombrables refus que j'ai reçus, même je crois que le record est de... T'as eu beaucoup de refus? Oui, 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 bien sûr. Genre, enfin, tu sais Bah, combien? le record, un soir, j'ai eu 19 refus. Ah, Un purée. soir. Ça paraît long, j'imagine. Un autre soir, la porte qui m'a ouverte, il était 19h41. J'ai à peine eu le temps de prendre ma douche, que quand je suis redescendu, il faisait nuit noire. Et le max de temps que j'ai mis, c'était 2h30 avant de trouver. Parce qu'en fait, je suis arrivé un peu trop tôt, donc vers 16h30, malheureusement, les gens n'étaient pas encore chez eux. Donc évidemment que j'ai essuyé beaucoup de refus. Mais en fait, ce que je précise dans les refus, c'est que ne nous offusquons jamais d'un refus. Déjà, c'est quand même pas facile d'accepter quelqu'un, un inconnu, chez soi. Chez soi. Donc, toutes ces personnes qui sont surprises de me dire quoi, tu as eu autant de refus, mais je leur dis, mais est-ce que vous auriez accepté? Premièrement. Deuxièmement, même quand on me disait non, je continuais de raconter mon histoire. Parce que je trouve que c'était extrêmement important d'expliquer quand même ce que je faisais. Et je prenais le temps. C'est pour ça quand même que tu cherches à faire passer des messages. Enfin, d'une certaine manière. Enfin, pas des messages, mais justement en disant... Pour moi, c'est de l'humain. Tu crées du lien. Oui, on crée du lien, mais pas en mode regardez ce que vous ratez. En mode justement, une fois que vous aurez fermé votre porte et que vous ayez un peu peur, prenez le temps d'aller sur Internet et de voir mon aventure, voir ce que je fais, voir ce que je faisais un vlog tous les jours via les réseaux sociaux. Prenez le temps d'aller voir ça. Et c'est ça qui est incroyable, et ça a suscité même de temps en temps une réaction contraire, où le monsieur, en rentrant chez lui, s'est dit oh, moi je ne suis pas disponible, parce qu'il était boulanger, donc il se réveillait très tôt, mais en rentrant chez lui, il me dit non, parce qu'il ne peut pas, parce qu'il est boulanger. Il regarde un peu ce que je fais sur Internet, il trouve ça incroyable, et il appelle sa fille, et lui et donc sa fille ont tenté de me retrouver dans le village, et ils m'ont retrouvé, quoi. Donc, mais j'aurais très bien pu trouver une autre porte d'ici là, et ils auraient très bien pu essayer de ne pas réussir à me retrouver, parce qu'il y a plein de gens qui, quand ils voyaient que j'allais dans tel ou tel village essayer de me trouver, n'y arrivaient pas. Donc voilà, donc en fait, c'est ça qu'il faut mettre en avant, le fait que ne pas s'offusquer des refus, mais prendre le temps quand même de raconter son histoire, parce qu'elle peut toucher, et qu'il faut savoir casser cette barrière. Un jour, je tape à la porte d'une personne d'un certain âge, et là, il commençait à se faire tard. On est fin octobre, donc on est sur la fin de mon aventure. Il y a une quinzaine de personnes qui ont couru avec moi, mais pareil, ce jour-là, je refuse d'aller chez les gens qui m'invitent. Je veux vivre l'aventure jusqu'au bout. J'essuie 6-7 refus, mais des refus qui sont un peu plus impactants. Pourquoi? Parce qu'il fait froid, parce que je suis trempé, il a plu toute la journée, et que surtout, j'ai un poncho énorme. Donc quand j'ouvre avec mon poncho, si les Américains en ont fait un film d'horreur, c'est pas pour rien, c'est que ça fait un petit peu peur. Donc je décide d'enlever mon poncho, malgré le froid qui commence à me saisir, malgré la nuit qui se fait de plus en plus oppressante. Et je tape donc chez cette dame, et elle me regarde, je raconte mon histoire, elle me dit cette phrase qu'on m'a jamais posée, elle me dit, mais je trouve ça incroyable ce que vous faites, et qui me dit que c'est vrai. Qui me dit que vous faites vraiment un marathon par jour pendant 72 jours, oui, qui me dit que vous levez... Et je dis, bah alors, c'est marrant que vous me racontiez ça, parce que je dis, je suis dans le journal aujourd'hui. Elle me dit, ah, c'est pas vrai, parce que je le lis tous les jours et je vous ai pas vu. Et je lui dis, bah je vous dis que je suis. Elle me regarde et me dit, alors écoutez, si vous êtes dans le journal, je vous accueille avec grand plaisir. Et ben je dis, allez en page 2 ou en page 3, et là elle me dit, elle appelle son mari, René, je viens avec quelqu'un qui est dans le journal. Et donc c'était un journal digital en plus qui s'était mis à la page. Elle regarde sur son iPad, et c'est vrai que j'avais une pleine page
en troisième page. Et c'est vrai que c'est ça qui était touchant, c'est qu'effectivement, il faut convaincre. Il faut convaincre les gens. Ne jamais insister, mais convaincre. Voilà. Moi, j'ai le sentiment que tu as besoin de quelque chose de très humain, tu vois, profondément. Tu parles de toi en disant, je creuse, en fait, je me cherche, j'apprends à me connaître avec ces aventures, mais finalement, tu as eu envie de connaître les autres aussi. Et je pense d'ailleurs que c'est ce besoin d'humain qui fait que les gens adhèrent, puisqu'il y a de l'authenticité, il y a de l'humain. Mais du coup, tu es allé te frotter à ça, et je parlais dans mon intro de cette émotion un peu comme une fissure, entre guillemets, c'est un peu extrême, mais on t'a vu aussi craquer. Alors, il y a certainement, on en parlera après, mais peut-être la fatigue, enfin juste physique, mentale, etc. Moi, j'ai le sentiment que tu as besoin de ces émotions fortes, que ce soit l'extrême dans l'aventure, ou là, dans cette dimension très humaine, aller te confronter à des choses auxquelles peut-être tu es moins confronté dans ton quotidien. Est-ce que c'est une façon juste de se sentir vivre aussi ? C'est une façon de se sentir vivant, c'est une façon incroyable je pense que c'est à travers justement les extrêmes, c'est en poussant son corps qu'on arrive à... En fait, j'adore le mot résilience. Le mot résilience est un mot qui démontre justement que c'est à travers la douleur, entre guillemets, qu'on arrive à ressentir nos plus belles émotions. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours animé. Malheureusement, si je dis ça, c'est que j'ai aussi grandi dans une forme de douleur personnelle. Et ça doit devenir justement, faut le transformer en quelque chose de positif. Et c'est vrai que malgré les mots MAUX de mon enfance, tout le monde en fait a des choses dures qu'ils ont vécues dans leur vie. Et le premier message que je me passe à moi-même, c'est justement d'essayer de les transformer en force, d'essayer de s'apercevoir que, en fait, oui, c'est dur, mais c'est dur pour tout le monde. C'est ce dont je me suis aperçu pendant 72 jours avec mes 72 familles d'accueil, c'est qu'ils ont 72 histoires différentes, qu'ils ont aussi des choses terribles à dire, à montrer, à faire. Et c'est fou à quel point, justement, le soir, ils m'ont confié des choses bouleversantes et sur lesquelles... moi, je déteste cette phrase qui dit la phrase de comparaison. Souvent, on dit mais t'es pas à te plaindre, regarde les autres. Je déteste cette phrase. C'est-à-dire que comme si le malheur des autres me permettait d'aller mieux. Je trouve ça atroce de vouloir comparer parce que des gens dans le monde ne mangent pas leur faim, parce que des gens dans le monde sont malheureux, parce qu'il se passe des choses dramatiques, que mes drames à moi doivent être atténués à cause des drames des autres. Non, ce que les autres ont vécu, c'est atroce. Et il ne faut surtout pas le banaliser, il faut le combattre. Et d'ailleurs, il y a des gens incroyables qui se battent justement avec des associations pour faire avancer les choses. Mais ça ne veut pas dire que mes drames à moi ne me touchent pas. Ça ne veut pas dire que mes drames à moi ne sont pas compliqués. Et ça ne veut pas dire que justement, je dois d'abord essayer de les combattre. Et c'est ça pour moi qui est important. Et que je trouve que la résilience, le fait de se mettre en mouvement, le fait de souffrir, permet de revenir un peu à une pensée dite nietzschéenne. Nietzsche disait que le surhomme, c'est l'enfant. C'est-à-dire qu'en fait, un enfant n'a pas de filtre. Un enfant, quand il va bien, il sourit. Quand il est heureux, il rigole. Quand il se cogne, il pleure. Et quand il va pas bien, il boude ou il pleure. Et en grandissant, on nous apprend à être de plus en plus hypocrites, à nous lisser un petit peu, à contenir nos émotions. Alors que justement, je pense que je trouve que c'est à travers la résilience que j'arrive à ressentir au mieux mes émotions et à les partager au mieux. C'est ta maman qui t'a transmis cette capacité, ou ton papa, enfin tes parents, ton éducation, à transformer les mots, MAUX, comme tu dis, les douleurs, en une force? Ou c'est ton histoire? Ou c'est toi qui allais chercher ça, je sais pas. Nos parents sont souvent à l'origine de nos mots. Oui, mais à l'origine potentiellement de nos forces. Et donc c'est vrai qu'indirectement, ils sont aussi à l'origine de mes forces. Donc c'est vrai que je suis extrêmement reconnaissant. Moi, je le dis souvent, ma mère faisait partie de ces gens qui avaient peur de tout.
Voilà, elle avait peur de conduire, elle savait pas faire de ski, elle savait pas faire du vélo, elle a grandi dans une extrême pauvreté, elle avait le vertige, elle avait peur de prendre le train toute seule, elle avait peur de tout et en fait, par opposition, elle a poussé ses deux fils, parce que j'ai un grand frère, elle a poussé ses enfants justement à n'avoir peur de rien ou du moins d'avoir le moins peur possible. Et c'est ça sa plus grande force, c'est que justement elle vivait à travers le Hyper regard. fort de faire ça. Bien Parce que sûr. une grosse prise de recul, du coup. Bah oui, parce que... qu'elle essaie de vivre à travers le regard de ses enfants. C'est que quand elle voyait faire du vélo, elle disait qu'est-ce que j'aimerais faire du vélo. Quand elle nous voyait skier, elle disait oh, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir skier. Et elle n'avait pas peur de vous voir faire du vélo et de vous Non, voir parce skier. que justement, elle a tout fait pour nous mettre à disposition justement des gens qui nous apprennent. Et c'est ça qui est formidable. Et c'est pour ça que dans l'aventure que je suis en train de faire en ce moment, c'est d'apprendre la voile pour quelqu'un qui n'a jamais appris la voile. Apprendre la voile à 39 ans, c'est aussi montrer qu'en France, on a des infrastructures exceptionnelles. Et que j'apprends la voile à Lyon. C'est-à-dire que j'apprends la voile au grand large à mes yeux, avec des gens incroyables, avec des gens qui ont justement 95% entre guillemets des gens à qui ils apprennent, c'est des scolaires. Mais c'est exceptionnel en France de savoir qu'il y a des professeurs qui vont se battre pour nous apprendre à nager, qui vont se battre pour nous apprendre à faire de la voile, à aller chercher des vocations. Et je sais que les sportifs d'ailleurs de haut niveau critiquent un petit peu le gouvernement en disant on n'en fait pas assez au niveau du sport. Au niveau du sport. Dans les études. Et ils ont raison. La place du sport est effectivement pas la même. Exactement. Que Mais malgré tout, il faut quand même souligner ce qui est bien fait aussi. C'est que là, moi, j'ai un professeur de 22 ans qui est lyonnais et qui donc justement a passé son niveau 4 parce que ça a été il a appris ici sur le grand large et qu'il a trouvé ça génial et qu'il a eu envie de passer. Mon autre professeur qui a 27 ans, pareil, était passionné de voile, lui, mais plutôt sur de planches de surf. Et donc, c'est grâce au grand large, a pu apprendre. Donc voilà. C'est ça qui est formidable, c'est de mettre en avant le savoir des autres. Et je pense que ma mère n'a pas voulu juste qu'on apprenne, elle a voulu qu'on maîtrise. Elle a pas voulu juste qu'on apprenne, elle a voulu qu'on maîtrise. C'est-à-dire qu'on prenne le temps de passer comme au ski, notre première étoile, notre deuxième étoile, récompenser, mettre en avant. Le côté un peu compétitif aussi. Je n'ai pas d'enfant, donc je ne sais pas ce qui se passe, mais on me raconte beaucoup qu'aujourd'hui, on ne met plus de notes, on met des codes couleurs. Il ne faut pas non plus trop protéger. Je pense que c'est important de tomber. C'est important de se faire mal. C'est mon point de vue. Une nouvelle fois, ça ne me concerne que moi. Tomber permet de se relever. Mais voilà, les égratignures, le fait de pleurer, de se faire mal, permet d'apprendre énormément. Et c'est à travers justement tout ce que j'ai vécu hier que ça me permet d'apprendre aujourd'hui pour être peut-être un petit peu meilleur demain. Mais voilà. Et surtout d'insister qu'il n'est jamais trop tard pour se lancer. Voilà. Okay. C'est-à-dire que n'oublions jamais que aujourd'hui est vraiment le jour le jour qu'il faut pour apprendre parce que faut pas avoir de regrets. Évidemment, j'ai 39 ans. J'aurais aimé me dire, dis donc, si j'avais appris ça à 20 ans, ça aurait été plus facile. Oui, mais j'ai 39. Donc c'est comme ça. Et en même temps, c'est incroyable de continuer à apprendre, non? Et surtout de se dire qu'on est le plus jeune aujourd'hui par rapport à demain. Je suis plus jeune aujourd'hui que les années qui vont venir. Donc c'est aujourd'hui qui est le jour le plus jeune de ma vie. Donc dès l'instant qu'on raisonne comme ça, je pense que voilà, on peut penser un petit peu différemment. Voilà. Et c'est pour ça que je suis pas d'accord avec le fait qu'on n'a qu'une vie. Non, on n'a qu'une mort. Par contre, on peut essayer de vivre plein de choses. Et ça, c'est ce que j'essaie de m'appliquer en permanence. J'aime bien. Merci. Et tout à l'heure, tu disais que tu refusais... Enfin, moi, j'ai le sentiment que tu refuses la facilité. Tu l'as exprimé quand tu dis que tu essayais de ne pas accepter les propositions pendant ton aventure de marathon, là, de ne pas accepter les propositions des personnes qui te suivaient et qui voulaient t'inviter chez elles, que tu préférais finalement aller vivre l'aventure complètement, en rencontrer d'autres. Tu as quand même besoin de te tester. Tu refuses cette facilité. Jusqu'où tu pousses le curseur, justement, du test de ton corps. Et ça me fait le lien avec un autre truc, c'est que j'ai pensé à toi, en fait, pour cette conversation. Tu faisais... donc, tu avais commencé ton aventure donc, des 72 marathons. Et mon mari, que tu connais, parcourir, revient. Et je ne sais pas encore ce qu'il est allé faire, des escaliers. Enfin, tu le connais, hein, tu vois le genre. Bon, en gros... Il aime se faire mal quand il fait du sport. Et moi, en fait, pour le coup, je suis assez sportive, mais
j'ai envie de kiffer. Donc c'est vraiment deux approches. Et il revient et puis je me dis, en fait, j'aimerais savoir si on a vraiment besoin, soit pour progresser, soit pour performer, soit juste pour profiter, de se faire mal quand on fait du sport. Donc là, en l'occurrence, toi, tu aimes tester. Je sais que tu as un peu couru avec lui et que vous montiez Fourvière, des allers-retours dans les escaliers, là. Enfin, j'ai cru comprendre que vous avez fait ça ensemble. Toi, tu vois ça comment, ce truc-là, le sport, le fait... Est-ce qu'on a besoin toujours d'être dans le dépassement de soi, selon toi? Justement, non. En fait, c'est les deux prismes qui sont importants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, souvent, si on part courir pour se faire mal, c'est qu'on a envie Et ça fait mal avec le sourire, on est d'accord. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Ouais, Quand on part se faire mal, quand on part un peu... C'est en fait indirectement pour se punir. Et j'ai changé cette perspective-là. Je vais une nouvelle fois parler pour moi. C'est-à-dire qu'avant, quand j'étais en gueule de bois le lendemain de soirée, je partais courir un peu pour évacuer l'alcool et pour me punir, et à des allures qui aujourd'hui sont ridiculement hautes. C'est-à-dire que c'est typiquement là où on peut se blesser. Et en fait, j'ai appris avec le temps, et justement pour s'approcher d'une certaine performance, que pour courir vite, il fallait apprendre à courir plus lentement. Et qu'en fait, pour se faire mal, justement, il fallait se faire mal quand toutes les conditions étaient réunies. Mais qu'il ne faut pas toujours se faire mal. Et en fait, j'ai donc pris le double prisme de partir courir pour le plaisir et même aller plus loin, courir avec de l'ennui. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'endurance fondamentale. C'est-à-dire que moi, je pars courir de temps en temps. C'est quand mon mari part courir avec moi. Il est dans son endurance fondamentale. Ah, exactement, mais c'est par exemple, c'est ultra important. Moi, quand je parcours avec ma copine et que je l'ai poussée à courir à 7 minutes 30 du kilomètre, elle me disait, Alban, c'est trop lent. Quand je compare mes statistiques aux autres, j'ai l'impression que je n'avance pas. Et je lui dis, fais-moi confiance. En 80% du temps, 70 à 80% du temps, on doit apprendre à courir lentement pour pouvoir justement se faire mal 20 à 30% du temps. Et en fait, avant, j'avais un peu cette mentalité de me faire mal 90% du temps, parce qu'en fait, la première personne que j'avais envie de punir, c'était moi. Et d'en punir, ça ne veut pas dire que j'ai fait quelque chose de mal, ça veut juste dire que j'ai envie de rentrer et d'être lessivé. Mais c'est pas... Je sais pas si c'est se punir, ça peut être aussi avoir le sentiment de s'être donné. Oui, c'est ça. Mais quand je dis c'est se punir, c'est parce que quand on se donne et qu'ensuite on a des courbatures pendant 3 jours, c'est une forme de punition. Quand moi je cours un marathon en 2,58 et que je marche plus pendant 4-5 jours après, c'est façon de parler quand je dis punition. Mais pourquoi c'est façon de parler, c'est que ça pique. C'est dans ce sens-là. Donc c'est vrai que savoir juger aussi, jauger son corps et l'écouter beaucoup. Et c'est pour ça que je pense que c'est ce que j'ai énormément appris grâce à mon coach qui est aussi mon kiné, que j'ai connu grâce à ton mari, justement, grâce à Brice, parce qu'il m'a mis en contact un jour. Tout est parti, en fait, tout est indirectement, là j'y pense, tout est parti de Brice, en fait, parce que je me fais une rupture partielle de l'ischio un jour, et je l'appelle immédiatement en disant, écoute, je me suis fait ça, est-ce que tu connais quelqu'un qui peut m'aider? Et il m'a mis en contact avec un médecin du sport à la clinique du parc qui s'appelle Elliot. Elliot, bien sûr. Et je vais voir Elliot, en plus qui est un grand sportif et autres, et là Elliot s'aperçoit donc, que j'ai une rupture partielle de l'ischio. La rupture partielle, elle est particulière parce que c'est pas une rupture totale, donc on n'opère pas, et c'est pas totalement cassé, mais il va falloir remuscler. Et là, c'est lui qui m'a mis en contact avec Simon Toret, qui est mon kiné, qui est devenu mon coach et limite mon psy, parce qu'en fait, il m'a justement... Coach physique et mental. Exactement. Ouais, okay. Parce qu'en fait, il m'a appris à courir lentement. Il m'a appris, quand on est un hyperactif un petit peu comme moi, je mets des guillemets là-dedans parce que c'est une maladie, mais je veux dire, quand on a cette forme d'hyperactivité, quand on reprend le sport et qu'on doit partir courir pour faire 5 fois 10 secondes, et qu'on revient, et qu'ensuite on fait 10 fois 10 secondes, et qu'on revient, et qu'on fait 5 fois 30 secondes, et ainsi de suite, c'est vraiment apprendre la patience. Et je pense que ça revient un peu à ce que tu viens de dire, c'est que chacun doit trouver son plaisir là où il est, tout en apprenant non plus à ne pas trop se pousser, si on veut que son corps tienne longtemps. Et aujourd'hui, si on parle d'autant de blessures, c'est que les gens, malheureusement, quand ils préparent une course, parce que ça leur donne envie, ils ne se mettent pas dans les meilleures conditions d'entraînement ou autre. J'ai fait un sondage il n'y a pas longtemps, parce que j'ai la chance d'être suivi, moi, par RunMotion, qui est une application en ligne de coaching. Et j'ai vu que dans 58% des gens, je crois qu'il y a eu 2 ou 3 000 votes quand même, et 58% des gens s'entraînent tout seuls.
sans application, sans coach privé ou autre. Donc évidemment, un coach privé, ça coûte cher, mais c'est vrai que c'est ça qui est intéressant, 58%. Ça veut dire que grâce à Internet ou même ChatGPT, on arrive à s'entraîner. Mais je pense que c'est quand même important de se renseigner pour pouvoir justement, non pas forcément chercher la performance, mais s'apercevoir cette forme de fierté qu'on évolue bien plus vite qu'on ne le pense, qu'on s'améliore bien plus vite qu'on ne le pense, mais en mettant un petit cadre. Voilà. Ça veut dire que tu t'assagis, Alban. Totalement. Ah, mais Ça- oui, totalement. Ça veut dire quand même qu'avec l'expérience, en ayant aussi poussé le curseur un peu loin, progressivement, entre guillemets, t'apprends, ça veut pas dire mais d'une certaine manière, t'as un respect pour ton corps qui est différent. Totalement. Oui, t'as besoin de vivre le truc, de pousser le curseur pour revenir un peu... Alors, un respect pour mon corps, je sais pas Ouais, si, parce que le respect pour ton corps, si c'est quand même quelqu'un qui a fait partie. 72 marathons en Ouais, 72 c'est ce que jours, j'allais dire, ouais. voilà, d'ailleurs ça a été les peu de critiques que j'ai eues, et au final, paradoxalement, je l'ai énormément respecté, mon corps. Parce que j'étais suivi justement à distance par Simon, mon kiné, mais qui est aussi mon coach, et qui m'a dit cette phrase incroyable, il m'a dit: Alban, si ton corps tient les 2-3 premières semaines, il tiendra les 2 mois et demi. Ok. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu prépares ton corps à lui expliquer que pendant 2 mois et demi, il va souffrir. Et en fait, les 2-3 premières semaines, c'est là où il faut éviter absolument la blessure. Donc dès qu'on avait une petite alerte, on ralentissait le lendemain. Et t'es pas parti un peu blessé, toi? Je suis parti un tout petit peu. Non mais alors on me l'a caché. Hein. On me l'a caché parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai fait un peu le cobaye. On a fait un IRM de mes genoux avant et un IRM de mes genoux après. Et il s'avère qu'une semaine avant, je courais la MCC. Et que donc, j'ai eu une micro-fissure au niveau du genou qui s'est résorbée pendant 2 mois et demi. Voilà. Et on me l'a caché parce que, comme le disait mon kiné, il m'a dit: si je te l'avais dit, est-ce que ça t'aurait empêché de faire ça? Non. Par contre, est-ce que ça t'aurait perturbé mentalement? Oui. Ouais. Donc c'est vrai qu'il n'y avait rien de grave. Hein. Et puis une nouvelle fois, la micro-fissure, c'est en fonction des analyses différentes qu'on peut avoir de l'IRM. Donc il n'y avait vraiment rien de grave pour faire ça. Et au final, mon corps aujourd'hui, même si je manque de vitesse, parce qu'il en a quand même pâti, il va bien. Et là, je pars dans 3 jours faire le semi-marathon de Paris pour essayer de faire mieux que l'année dernière. Donc c'est déjà pas mal. Voilà. Et donc tu es parti en te disant, en fait, ce coach mental, pardon, excuse-moi, je me mêle les pinceaux, mais qu'est-ce qui t'apporte? Alors, c'est pas un coach mental, en fait, c'est un. À la base, c'est peut-être pas ça, mais c'est devenu. Il est ça kiné, Ouais. il est devenu mon coach, c'est-à-dire que c'est lui qui m'a apporté du suivi. Et en fait, c'est comme le lien que je fais avec Run Motion, c'est qu'en fait, il m'a apporté une chose fondamentale, la rigueur. La rigueur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez progresser, il faut être rigoureux. C'est-à-dire que quand je rentrais du boulot le jeudi soir d'hiver à 19h30 et que j'ai une séance de fractionné sur piste à faire et qu'évidemment, j'ai qu'une envie, c'est de me mettre sous un plaid avec une soupe et regarder la télé et que j'y vais quand même, et ben c'est comme ça que vous apprenez beaucoup sur vous. Même si votre séance, vous ne la réussissez pas nécessairement, vous avez fait la démarche d'aller faire ça. Et je pense que ce que ça m'a appris, c'est effectivement à poser un cadre. Et c'est pour ça que je pousse toutes les personnes vraiment à prendre des dossards pour avoir un objectif. Les objectifs permettent de mettre une forme de rigueur parce que dans sa tête, on se dit: attends, j'ai quand même quelque chose dans 2 mois, j'ai une course dans 3 mois. Voilà, donc prenez des dossards. Alors souvent, les gens me disent: mais les dossards partent comme des petits pains. Je vous garantis que vous allez en dehors de Lyon. C'est sûr que vous ne faites pas forcément le marathon, le semi-marathon de Lyon, mais il y a plein de 10 km dans plein de villages aux alentours, qui sont souvent d'ailleurs des courses de villages incroyables avec des ambiances, et surtout sur lesquelles, dans les premières places, vous repartez avec un bouquet garni de vin, de rillettes et autres. Et j'adore. Donc voilà. Mettons aussi beaucoup de légèreté dans tout ça, mais qu'un dossard peut être une excuse pour s'entraîner et pour apporter de la rigueur. Donc ce que ça m'a appris mentalement, c'est justement à cadrer un tout petit peu plus mes entraînements. Et je pense qu'en cadrant un peu ces entraînements, on a envie aussi de cadrer un peu plus sa vie. Donc on gagne en maturité, parce que ça veut dire aussi qu'on évolue, parce que ça veut dire aussi qu'on a envie comme je le disais, d'être une meilleure personne, de faire les choses de manière plus carrée, une nouvelle fois avec beaucoup de recul, parce que de temps en temps, comme tout le monde, j'ai pas envie, et que je le ferai une prochaine fois, mais que ce qui est important, c'est que la procrastination soit aussi un plaisir, et non pas juste un non-choix. Voilà. Et alors, cet objectif d'un cadre, quand on a vécu l'aventure, fait l'exploit, la course ou autre, en l'occurrence, toi, ces expériences sur une île ou ces 72 marathons, il se passe quoi après, quand ça s'arrête? C'est le vide? Alors, c'est le vide, mais en même temps, il y a un mot portugais qui est sublime, qui s'appelle saudade. Saudade, c'est la mélancolie positive.
C'est-à-dire que moi, je fais partie de ces gens qui sont heureux d'être tristes. Pourquoi je fais partie de ces gens qui sont heureux d'être tristes? Parce que ça veut dire que si je suis triste, c'est que j'ai vécu quelque chose de fort, comme un amour de vacances. Quand on quitte un amour de vacances, ça veut dire indirectement que c'était court, mais c'était d'une intensité incroyable. Mm. C'est comme l'histoire d'amour de Roméo et Juliette. Il ne faut pas oublier que Roméo et Juliette, ça dure 7 jours. Est-ce que, est-ce que pour 7 jours d'amour, on est capable de mourir, qui plus est, quand on a 14-15 ans? Je pense que oui. Mais je précise toujours, et on pourrait débattre là-dessus, que je pense qu'on laisse à Roméo et Juliette la possibilité de rester ensemble. Je pense qu'ils ne tiennent pas 6 mois, les deux. Mais c'est vrai que l'interdit, la rareté aujourd'hui, soyons heureux d'avoir déjà vécu. Je pense qu'aujourd'hui, on est une société où à peine on est en vacances, qu'on est déjà en train de penser aux prochaines vacances. À peine on est en train de vivre un moment, qu'on est déjà en train... Voilà, je pense que le plus grand des luxes aujourd'hui, c'est d'apprécier l'instant T. Très facile à dire, beaucoup plus facile à appliquer. Mais c'est vrai que voilà, j'essaye vraiment d'avoir cette philosophie de vie, une philosophie où je suis rentré avec beaucoup de tristesse, beaucoup d'émotions et beaucoup de nostalgie. Et la fierté de ressentir beaucoup de tristesse, beaucoup d'émotions et beaucoup de Et nostalgie. pourquoi ça? Parce que justement, Pourquoi tristesse? Parce tu t'étais que porté par un truc incroyable. parce et que ça- jamais dans ma vie, même si je recommençais demain, j'aurais la chance de vivre quelque chose d'aussi fort. C'était fort. Et en même temps, ça se trouve, un jour, je revivrai quelque chose de... Voilà. Moi, c'est un peu comme en amour. Quand on quitte quelqu'un, ne cherchons pas quelque chose de plus fort. Cherchons juste quelque chose de différent. Voilà. Et alors, du coup, différent, puisque là, pour le coup, parce que tu dis, oui, je prends le temps, j'aime être dans cette tristesse, cette mélancolie, mais enfin, très rapidement, tu te remets un autre challenge. Et est-ce qu'il y a une intensité qui doit être toujours plus forte, même si c'est différent, pour pouvoir produire le même effet, entre guillemets? Parce que finalement, dire qu'en gros, tu vas faire une transat en solitaire, il y a en plus un danger, je trouve. Tu vois, enfin, moi, en tout cas, extérieur, je fais pas de voile et tout, je me dis que, bon, partir courir, au pire, en fait, j'ai envie de te dire, tu te blesses, tu t'arrêtes. Là, tu peux être quand même dans des situations... Je connais pas une aventure qui est pas dangereuse. Pas une. En tout cas, danger physique, j'entends. Oui, mais je Ouais. connais pas une aventure qui est pas dangereuse. Quand je me suis retrouvé à traverser les Pyrénées seul, et que sur les 10h30 de marche que je fais, dans la journée où j'ai 2004 de D+, et que pendant 10h30, sur les 10h30, pendant 8h30, je suis tout seul, au milieu de nulle part, sans signal GPS. Oui. J'ai quand même évidemment ma montre au cas où, ma montre Garmin qui est un de mes sponsors et qui me permet effectivement d'activer une alerte au cas où, et j'avais laissé cette fois ma trace visible ou autre, mais j'aurais pu tomber un nombre de fois incalculable. Donc aventure et non-dangerosité, pour moi, ça va pas vraiment ensemble. Parce qu'en fait, une aventure, naturellement, est dangereuse. Quand je parlais de ce papa qui partait avec ses enfants et qui traverse une rivière ou qui va passer par le jardin de voisins ou autre. Moi, ça m'est arrivé un jour sur un chemin. C'est pourtant Strava qui m'indiquait ce chemin. Et ben, je me suis retrouvé dans le jardin de quelqu'un. Il aurait très bien pu sortir son fusil de chasse et me dire qu'est-ce qu'il veut celui-là. Donc, voilà, on peut tomber de sa hauteur. Et je trouve que le meilleur des exemples, et la personne la plus émouvante qui en parle, c'est Mike Horn. Mike Horn, il raconte qu'il a pris beaucoup de risques pour vivre beaucoup d'aventures dans sa vie, et que tristement, c'est sa femme et la mère de ses 2 filles qui est décédée d'un cancer, et qui justement s'est divinement et sublimement occupé de ses filles que j'ai la chance de connaître. Et c'est pour ça que quand il parle de ça avec émotion, quand on nous dit mais c'est pas trop dangereux ce que vous avez fait, bah, il dit la vie dans tous les cas, s'il y a bien une chose où on est tous d'accord, c'est qu'on va tous mourir un jour, malheureusement. Donc le plus tard possible, hein, comme dirait Thierry Roland. Mais c'est vrai que voilà, donc traverser l'Atlantique à la voile en solitaire, est-ce que c'est dangereux? Oui, mais je trouve que c'est le même degré de dangerosité que de faire un marathon par jour pendant 72 jours, parce que j'ai longé des départementales, parce que je me suis retrouvé à courir sous la pluie, parce que je me suis retrouvé à courir dans le froid, parce qu'il n'y a rien qui était facile, et que justement, on est en train de m'apprendre. Oui. On est en train de m'apprendre à anticiper ce genre de danger. La maîtrise dont tu parlais. La maîtrise, exactement. Au maximum. Bah, c'est comme en fait un pilote de ligne. Le pilote de ligne, il a moins de possibilités d'erreur que celui qui conduit une voiture. Voilà. Celui qui conduit une voiture, quand il voit son petit voyant orange s'allumer, il continue de rouler. Un pilote de ligne qui voit un voyant orange avant le décollage, je vous garantis qu'il ne décolle pas.
Et ben dans le bateau, ça sera un petit peu pareil. C'est-à-dire que mes degrés de dangerosité sur la maîtrise de la météo, sur la maîtrise des éléments, sur la capacité aussi, on va m'apprendre, on vient de me l'annoncer, on va m'apprendre que je vais devoir apprendre à me recoudre, que je vais devoir apprendre t'en connais un qui pourra t'aider. non mais bien sûr, mais à me faire des garrots, à apprendre des choses à anticiper. Ouais. Essayer d'anticiper le plus possible. Et c'est pour ça que dans cette aventure, je me suis laissé 1 an. 1 an pour apprendre, 1 an pour comprendre, 1 an pour oser, parce que justement, je veux pas qu'on se dise que c'est juste un nouveau défi fou, toujours plus loin, toujours plus haut. Non, non, ça c'est l'emblème de Fort Boyard et on leur laisse. Non, non, c'est juste une aventure différente pour une nouvelle fois aller vers des horizons différents. Mais ça reste quand même, tu as quand même besoin d'une intensité forte. C'est-à-dire qu'après la fin de cette expérience, de manière différente, Non, sans plus de risques. Parce qu'après la fin de cette aventure, j'ai eu la chance de rejoindre ma copine qui fait 8 mois de césure, parce qu'elle est infirmière, et elle fait 8 mois de césure en Australie. Et c'est vrai que alors ça va faire un peu romantique de dire ça, mais je trouve que ma plus belle aventure, c'est elle actuellement. Et donc ça contredit directement ce que tu dis. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin de me mettre en danger pour vivre quelque chose de fort, et qu'au contraire, avec ce que je vis actuellement avec elle, c'est une aventure. Alors évidemment, avec quelqu'un comme moi qui n'est pas toute lisse, et avec quelqu'un comme elle qui est solaire et qui est intense, c'est pas tout lisse non plus, mais c'est vrai que c'est une aventure aussi, c'est une belle aventure aussi. Donc on se met pas en danger. On a vécu effectivement une van life, on a loué un van et on a fait l'Ouest australien. On a vécu à Bondi Beach pendant quelques semaines. On a vécu des choses fortes et intenses, mais une nouvelle fois à travers de la simplicité. Donc non, je sais aussi apprécier des aventures autres, et sans me mettre en danger, parce que je pense que tout ce qui nous entoure est une forme d'aventure. Quand il y a de l'émotion, en fait. L'aventure, c'est Quand quand il y a de l'émotion. Et quand on se sent vivant, en fait. Ouais. Et je pense que j'ai toujours dit, et cette phrase fait un peu débat, aimer c'est comparer, mais le véritable amour, c'est quand on n'a plus envie de comparer. Et c'est ça qui est compliqué aujourd'hui dans une société où on est très sollicité. Cette fameuse phrase « une de perdu, 10 de retrouvé » marche aussi pour un de perdu, 10 de retrouvé. C'est-à-dire que la société nous challenge beaucoup plus qu'avant. C'est dur aujourd'hui d'être parfaitement parfait. Et je trouve que justement l'imperfection, d'accepter par exemple une relation à distance, d'accepter ce genre de choses, d'accepter que justement on ne fait pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Voilà, c'est les choses sur lesquelles j'essaye toujours de me remettre en question, malgré les erreurs que je commets. Et c'est pour ça que je pense que voilà, c'est important d'apprécier les choses simples, et que on apprécie ce genre de choses quand on a côtoyé aussi le contraire. Donc c'est pas facile. Okay. J'ai une petite question un peu plus globale. Tu es hyper suivi sur ces aventures-là. Moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, la société, enfin que nous tous, on valorise quand même l'extrême, entre guillemets. Et pourquoi, pour toi, on valorise autant l'extrême ? Est-ce que ça fait rêver ? Est-ce que ça donne de l'élan à certains ? Je pense pas qu'on valorise l'extrême, je pense qu'on valorise l'aventure et l'exploit. Mais un exploit n'est pas forcément extrême. Oui, c'est ce qu'on se disait. Et c'est vrai que c'est pour ça que je dis toujours que ce défi n'en est pas un, c'est une aventure. C'est parce que le soir, je tape à la porte des gens et je demandais le logis le couvert. Pareil pour ma traversée de l'Atlantique à la voile, pour moi, le plus fort, ça ne sera pas la traversée, c'est l'apprentissage avant. C'est les rencontres que je fais avec les gens. C'est avoir la possibilité de rencontrer une multitude de personnes. Là, j'ai la chance incroyable d'être invité sur une étape de la Solitaire du Figaro, d'être invité sur des régates à droite à gauche grâce aux réseaux sociaux. Donc en fait, n'oublions pas, les réseaux sociaux, c'est pour réseauter socialement. Donc je ne pense pas qu'il faille toujours en permanence faire plus pour mettre en avant l'aventure. Non, il faut juste faire, c'est ce que je disais au début, ce qu'on ferait même si ce n'était pas médiatisé. À partir de ce moment-là, pour moi, c'est là où on a tout gagné. C'est que c'est une aventure que je ferai naturellement, parce que j'ai toujours rêvé de traverser l'Atlantique à voile en solitaire. C'est quelque chose que je racontais à ma petite maman.
et qui me disait toujours: Alban, ne fais surtout pas ça tant que je suis de ce monde. Donc, je ne lui aurais malheureusement pas fait subir ça parce qu'elle aurait eu beaucoup trop peur, elle aurait été beaucoup trop inquiète. Mais c'est vrai que c'est aussi indirectement, je l'embarque avec moi parce que c'est quelque chose dont je lui racontais et qui m'a toujours donné envie. Parce qu'il y a deux choses qui m'ont toujours fasciné et sur lesquelles je peux rester des heures devant, c'est un feu de cheminée et la mer ou l'océan. C'est incroyable voilà, d'imaginer tout ce qui se passe. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que dans mes 72 marathons, 72 jours, j'ai emmené L'île au trésor de Stevenson avec moi, parce que même si je l'avais déjà lu, parce que c'est la définition même de l'aventure et de l'enfant qui vit l'aventure, et l'enfant que je suis qui vit l'aventure. Donc voilà, je pense que justement, il y a des exploits incroyables, et c'est pour ça que les exploits incroyables sont faits par des athlètes. Et moi, je ne suis pas dans cette catégorie-là. Je ne suis pas un athlète. Et attends, pourtant, t'as quand même, à un moment donné, tu t'es quand même formé à différents sports, de mémoire, pour aller te confronter à des athlètes. Bien sûr. Ça, on n'en a pas parlé, mais ça, c'était encore un autre. Mais c'est pour ça que ça s'appelait amateur. Ouais. Et c'est pour ça que moi, je dis toujours, je suis un aventurier amateur. Parce qu'en fait, le mot amateur, dans la langue française, est un mot qu'on a, je ne sais pas pourquoi, transformé en quelque chose de négatif. Oui, c'est vrai. Débutant. Exactement. Ouais. Alors que n'oublions pas que paradoxalement, en fait, dans le vin, quand on dit un amateur de vin, c'est positif. Et en fait, j'ai envie de remettre ce mot-là devant la positivité qu'il mérite. Parce que l'amateur, quand on dit le sportif amateur ou l'amateur du dimanche, en fait, l'amateur du dimanche, c'est celui qui, à 10h30, décide de se réveiller pour aller faire son foot, alors qu'il pourrait très bien rester chez lui avec ses enfants, avec sa famille ou autre. Donc, l'amateur, c'est celui qui tente de faire des choses. Et donc, c'est déjà formidable en soi. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que je parle, moi, jamais d'exploit, mais toujours d'aventure, parce que j'ai beaucoup trop de respect pour les athlètes. J'ai beaucoup trop de respect pour... Là, on vient de voir les Jeux Olympiques d'hiver. On a vu les Jeux Olympiques d'été. Les vrais athlètes et les vrais exploits, c'est eux. Ils vont battre des records. Ils s'entraînent toute l'année. Ils sont souvent même un métier à côté. Et il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est eux les vrais athlètes. Et moi, je ne suis pas un athlète. Je suis juste... J'aime bien ce mot, un aventurier amateur. Parce qu'en fait, je suis en admiration devant ces gens-là, et parce que eux m'inspirent, j'ai envie de vivre à mon petit niveau, à mon échelle, des choses qui vont me faire sentir vivant. Ok. Je crois que tu as donné vraiment l'envie de... Enfin, en tout cas, moi, tu me l'as donné. J'ai le sentiment de faire partie des gens qui ont besoin de se sentir vivante. Donc, et de ne pas rester dans mon confort au quotidien. Mais je trouve qu'en t'écoutant, j'ai encore plus envie de vivre d'aventure dans un cadre qui me convient. Et voilà. Mais est-ce que tu as juste peut-être une dernière chose à ajouter pour peut-être inciter ou pas? Parce que j'ai bien compris que tu ne voulais pas chercher à inciter. Mais en fait, je trouve que peut-être que la vie serait encore plus belle si chacun vivait vraiment ce qu'il a envie de vivre. Parce que chacun serait encore plus... libre, épanoui. Tu vois, est-ce que tu as un truc que tu as envie d'ajouter là-dessus? Je conclurai par une phrase que j'essaie de transformer. Quand on veut, on peut, pas toujours. Et c'est pas grave. Je déteste cette phrase qui dit quand on veut, on peut. C'est pas vrai. Quand on veut, on ne peut pas toujours. C'est pas parce qu'on veut qu'on peut. Et je suis en totale opposition avec cette phrase. Pourquoi? Parce que le but, c'est d'essayer de s'en donner les moyens. Mais arrêtons de juste voir la vie sous le prisme de la dualité de on peut ou on peut pas. C'est pas vrai. On va essayer de s'en donner les moyens. C'est ça qui est important. Et essayer de s'en donner les moyens par rapport justement à notre prisme de vie actuelle. C'est-à-dire que si quelqu'un rêve un jour de faire un marathon par jour pendant 72 jours, mais qu'il n'a pas la possibilité à cause de son travail, qui revoit son échelle du possible différemment. Donc, quand on veut, on peut essayer de s'en donner les moyens. On ne peut pas toujours, mais on va essayer à son échelle de le faire. Et c'est juste ça que j'aurais envie de dire, parce que plein de fois, j'aurais aimé, moi, faire plein de choses, mais je n'ai pas pu, pour des raisons familiales, pour des raisons personnelles, pour des raisons financières, pour une multitude de raisons. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer de rêver et de faire ça à mon échelle. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui rêvent d'aller sur la Lune.
moi, c'est pas mon cas, mais ces gens-là qui rêvent d'espace, ben, je pense que rien que le sentiment d'essayer d'apprendre déjà à voler, c'est incroyable. Ceux qui trouvent qu'ils sont en opposition sur le fait de conduire un avion et avoir un rapport écologiste pardon, avec la vie, ben, ils peuvent très bien faire aussi du planeur. Donc, ou faire du parapente. Donc je trouve qu'aujourd'hui, par rapport justement à nos convictions, nos oppositions, par rapport à la vie et par rapport à ce qu'on a et ce sur quoi on est confronté, n'oublions pas qu'on a tous 24 heures dans une vie et que si on arrive à la réduire en 3 fois 8, c'est-à-dire 8 heures de sommeil, 8 heures de travail et 8 heures de loisirs, eh ben je pense qu'à travers les 8 heures de loisirs, on a quand même le temps de faire des choses. Ça dépend surtout de nous, même de procrastiner. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup, Alban. Alors, je sais pas vous, mais moi, ce que je retiens de cette conversation, c'est que finalement, l'extrême, c'est pas uniquement une question de performance, c'est surtout un dialogue. Alban le dit très bien, c'est un dialogue avec lui-même, finalement, il se cherche d'une certaine manière, il apprend à se connaître encore mieux. Alors parfois ça se fait avec douleur, parfois ça se fait avec de l'ambition, parfois ça se fait avec du vide, ça c'est propre à chacun. Et finalement cette notion d'aventure aussi, elle est très propre à chacun et je souhaite qu'on réussisse tous à vivre l'aventure qui nous permettra de nous sentir vivants. Et finalement, je crois qu'au-delà des exploits, ce qui reste, c'est ça, c'est la lucidité de ce qui nous met en mouvement et la nécessité de nous mettre en mouvement. Et on partage ça avec Alban, cette nécessité d'élan. Et j'espère qu'il vous l'aura transmis aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette conversation autour de vous, sur les réseaux sociaux aussi. Vous l'avez compris, c'est un moyen de, comme il l'a dit, de faire du réseau social, de réseauter socialement et de partager ce qui nous fait du bien, ce qui nous donne de l'élan. Et puis ça permet aussi à Take Off de se faire connaître. Et puis surtout, abonnez-vous aussi sur votre plateforme d'écoute au podcast. Ça vous permettra d'être notifié quand on aura une nouvelle conversation qui sortira. Merci 1000 fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout et à très vite.